Bienvenue dans le podcast d'Histoire passé simple. Aujourd'hui, on vous emmène dans un désert brûlant, un monde sec et hostile, où se jouent les équilibres d'un empire galactique. Ce monde, c'est Arrakis. Mais si vous pensez que Dune, le roman culte de Frank Herbert, ne parle que de science-fiction, détrompez-vous. Derrière les vers des sables, l'épice et les Fremen se cachent des échos profonds à notre histoire bien réelle. Dans cet épisode, on décrypte donc ensemble les références historiques dans les volumes 1 et 2 de Dune, ceux où Paul Atreides devient Muad'Dib. Pour ça, on va passer à travers 5 étapes historiques. Première escale, l'univers féodal de Dune. Frank Herbert imagine un empire galactique qui a la structure très médiévale. D'un côté, le duc Leto Atreides, de l'autre, le baron Vladimir Harkonnen. Un empereur au sommet, des maisons nobles qui se disputent des planètes comme on se disputait jadis des fiefs. Pas de démocratie ici, mais une pyramide de loyauté, de trahison, de mariage politique. On est en plein Moyen-Âge. Cette opposition baron-duc n'est pas anodine. Historiquement, le titre de duc est plus élevé que celui de baron. On connaît tous et toutes des ducs ou des duchesses célèbres, comme les ducs de Bourgogne, ceux de Bretagne, ou la célébrissime duchesse d'Aquitaine Aliénor. Mais qui se souvient de barons célèbres ? Dans cet esprit, chez Herbert, les Atreides incarnent la noblesse d'âme, l'honneur chevaleresque, tandis que les Harkonnen représentent la brutalité, la corruption, la tyrannie. Deuxième escale, l'Antiquité sous les sables. Le nom même des Atreides nous renvoie à la mythologie grecque. Les Atrides, descendants d'Atrée, c'est la lignée d'Agamemnon. Celle des grandes tragédies, du destin, du sang versé. Paul, héritier de cette lignée, est comme un héros tragique antique, pris entre devoir et fatalité. Là, on est bien sûr dans les références mythologiques, à la Grèce antique, pas dans les références historiques. L'Empire galactique lui-même évoque Rome. On y trouve un empereur, une bureaucratie tentaculaire, un système de clientélisme planétaire. Les jeux de pouvoir, les trahisons de palais, les ambitions cachées, tout ça rappelle la décadence romaine, mais vue à travers le prisme du péplum hollywoodien. Même les combats dans les arènes font penser aux jeux du cirque. Sauf que, rappelons-le, les vrais combats de gladiateurs n'étaient pas toujours des bains de sang. Les gladiateurs, leur mort était loin d'être systématique. Le spectacle primait sur la barbarie. Les Bene Gesserit, quant à elles, forment une sorte d'ordre initiatique féminin au nom latinisant. Bene Gesserit, littéralement « avoir bien fait ». Elles peuvent évoquer à la fois les Vestales de Rome et les ordres monastiques du Moyen-Âge. Troisième escale, le désert et la steppe. Les Fremen vivent dans les Sietch, des communautés autonomes cachées dans les profondeurs d'Arrakis. Ces Sietch font écho à un autre modèle historique, la Sitch des Cosaques Zaporogues. La Sitch, c'était le centre militaire et politique des Cosaques d'Ukraine, les Zaporogues, à partir du XVIe siècle. Organisés de manière démocratique, autonomes vis-à-vis des États environnants, les Cosaques Zaporogues vivaient dans des conditions rudes, souvent en guerre, mais très attachés à leur liberté. Une culture rude, mais résiliente, très proche de ce que sont les Fremen chez Herbert. Quatrième escale, un désert très contemporain. Le contrôle d'Arrakis par les Atreides, puis sa reconquête face aux Harkonnen, ressemble fort à une parabole de la guerre froide. La planète désertique, source unique de l'épice, cette substance miracle devient l'équivalent du pétrole au XXe siècle. La rivalité entre les Atreides et les Harkonnen rappelle celle entre les États-Unis et l'URSS pour le contrôle du Moyen-Orient. Irak, Arabie Saoudite, Syrie, autant de terrains d'affrontement diplomatiques, militaires, énergétiques. La symbolique paraît claire. Le baron Harkonnen s'appelle Vladimir. Difficile de faire plus typiquement russe comme prénom. C'est l'image du bloc soviétique, autoritaire, brutal, expansionniste. Et les couleurs des Atreides, noir et vert. Des couleurs qui rappellent le drapeau du parti basse.
Un parti qui à l'époque était très influent en Irak et en Syrie, dont le programme était un mélange de nationalisme arabe et de socialisme. 5e escale, le désert de 14-18. Oui, parce qu'il y a un autre parallèle, celui de la Première Guerre mondiale au Moyen-Orient. Entre 1916 et 1918, l'Empire britannique soutient la révolte arabe contre l'Empire ottoman. Et parmi les figures de cette période, une ressort, Thomas Edward Lawrence, Lawrence d'Arabie. Un Britannique envoyé dans le désert pour organiser la révolte. Il adopte les vêtements, les coutumes des Bédouins. Il se fond dans le décor, devient un mythe. Cela ne vous rappelle rien ? Paul Atreides, qui devient Muad'Dib, prend la tête des Fremen et mène la guerre sainte contre l'Empire. Mais attention, Lawrence d'Arabie n'était pas un pur héros romantique. Sa légende a été construite par l'auteur britannique, par ses mémoires et par un film, celui de David Lean, sorti en 1962, 3 ans avant Dune. L'influence paraît évidente. Il y a le mythe Lawrence d'Arabie et il y a sa réalité historique. Même si Lawrence d'Arabie était a priori sincèrement, profondément attaché à la cause arabe, il a pu aussi affabuler, exagérer ses mérites, ses exploits, voire s'en inventer. Et puis, il y a eu une autre figure similaire à lui, beaucoup moins connue, Wilhelm Wassmuss, un diplomate allemand surnommé le Lawrence allemand. Lui aussi a œuvré au Moyen-Orient, mais du côté de l'Allemagne, pour soulever les tribus perses contre les Alliés. Mais voilà, lui n'a pas écrit ses mémoires, il n'a pas eu non plus de film, donc pas de mythe. Alors Dune, simple roman de science-fiction ou miroir de notre histoire ? Chez Frank Herbert, le futur n'est jamais très loin du passé. Les figures mythologiques, les structures féodales, les conflits géopolitiques, les figures de guerre coloniale, tout y est. Dune, c'est l'histoire de Muad'Dib, mais c'est aussi un condensé de pas mal de moments de l'histoire humaine. Sous chaque grain de sable d'Arrakis, il peut y avoir un fragment de notre propre monde. C'était Passé simple. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, pensez à le partager, à le liker, à me laisser une note ou un commentaire. Bien sûr, abonnez-vous au podcast pour être sûr de profiter à fond des prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt pour un prochain voyage historique.